Utilisation créative des effets, remix, sampling, statut du MC, culture du sound system et j'en passe. On ne rappellera jamais assez ce que les musiques électroniques et le hip-hop doivent au dub. Bienvenue dans le 11e épisode du Factor X. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Factor X. Le Factor X, c'est une émission bimensuelle qui vous fait découvrir des techniques, des astuces ou des outils inspirants. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre exploration de techniques de production héritées de Lee Scratch Perry, le co-inventeur du dub. Je vous recommande de regarder le précédent épisode si vous ne l'avez pas déjà vu pour comprendre d'où l'on vient. J'y montrais notamment comment utiliser un contrôleur MIDI de type mixeur pour modifier l'arrangement à la volée, utiliser les reverbs à ressort et delay sur des pistes auxiliaires, manipuler des effets en temps réel, ainsi que réinjecter les sorties d'effets dans d'autres effets. Je vous invite à ne pas regarder la vidéo passivement, mais à profiter de ce moment ensemble pour pratiquer et développer de nouvelles compétences. Donc, cliquez sur pause, téléchargez gratuitement les pistes audio du projet d'exemple dans l'espace Factor X de SoWeb, vous verrez le lien en description, et reproduisez au fur et à mesure les techniques que je vais vous montrer dans votre environnement. Dans le dernier épisode, je vous ai montré comment on pouvait utiliser des effets intégrés sous forme de plugins dans notre séquenceur. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment on peut utiliser des effets physiques, hardware, pour manipuler le son en temps réel. Comme ça, on a vraiment les paramètres sous les doigts et on a une signature sonore qui est souvent un petit peu différente, comme c'est le cas quand on utilise par exemple des pédales guitare. Aujourd'hui, je vais utiliser une pédale de reverb qui est mono, donc qui a un peu ses limites, mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'aller chercher un son qui n'est pas forcément le plus propre possible. Alors comment ça va se passer pour utiliser les effets externes? Ce qui va être important, c'est la gestion de votre carte son. Parce qu'à l'origine, on utilisait des consoles avec pas mal de sorties, des auxiliaires, etc. Là, on va être limité surtout par le nombre d'entrées-sorties dont on dispose sur notre carte son. Donc il faudra absolument, pour reproduire ce que je vais faire, que vous ayez des sorties disponibles, c'est-à-dire qui ne sont pas utilisées pour vos moniteurs, et des entrées disponibles aussi. Donc au moins une sortie disponible et une entrée disponible. Ici, dans mon exemple, j'utilise ma carte son UAD, et en fait, je vais faire sortir le son de la troisième sortie, le son que je veux traiter de la troisième sortie, et je vais le récupérer dans l'entrée 1. Je vais vous montrer un petit peu le routing en live, c'est vraiment très facile. Dans d'autres séquenceurs, ça demande un petit peu plus de manipulation, mais dans live, on a vraiment quelque chose qui est prévu pour ça, qui s'appelle ici External Audio Effect, qui se situe dans la catégorie effet audio. Donc je le dépose sur ma piste, et là, j'ai le routing qui est à définir. Donc, j'envoie l'audio de ma piste auxiliaire vers la sortie 3 de ma carte son. Et je récupère le flux audio de l'entrée 1, puisque ici, c'est le routing physique que j'ai fait. Je sors de 3, je reviens en 1. On va faire un exemple rapidement. Je vais désactiver les autres envois ici et je vais mettre cette piste-là en solo. À l'origine, j'avais ça. Donc les contretemps. Maintenant, je vais l'envoyer dans ma pédale en montant ici C. L'avantage de passer par un effet externe, c'est que je bénéficie de ses caractéristiques sonores et surtout que je vais pouvoir le manipuler en temps réel. Ce à quoi il faudra être attentif, c'est votre gestion du volume, c'est-à-dire à quel niveau le signal part vers l'extérieur pour ne pas saturer l'entrée de votre effet, à quel niveau il revient dans votre carte son pour ne pas saturer votre carte son. Donc vous avez des petits témoins ici qui sont bien pratiques dans live, des petits volumètres, et vous avez la possibilité de gérer un gain de sortie et un gain d'entrée. Donc c'est assez pratique. Si vous utilisez des effets externes qui ont éventuellement une latence de traitement, vous pouvez la compenser ici directement avec Hardware Latency. À plusieurs reprises, en lisant des interviews de Lee Scratch Perry, j'ai découvert qu'il utilisait énormément les traitements parallèles. Un traitement parallèle, ça consiste tout simplement à dupliquer un signal et à lui appliquer des traitements différents de la piste originale, mais tout en conservant cette dernière. Donc dans une interview, il dit typiquement, je vais envoyer les sous-groupes de la guitare et de piano vers mon phaser, le B-Phase de Mutron,
et ça va revenir sur une piste séparée à la console, qui va être ensuite envoyée vers différentes reverbs et delays, et ensuite de retour sur elle-même pour créer des boucles d'effets. Les boucles d'effets, je vais en parler un petit peu après. Mais typiquement, ce qu'on voit ici, c'est qu'il envoie un ensemble d'instruments vers une piste auxiliaire où il y a un effet de phaser. Cette sortie d'aux revient sur une autre tranche, et cette même tranche est envoyée vers d'autres effets, des delays et des reverbs. Donc on va reproduire ce routing-là. Vous allez voir que dans un séquenceur moderne, c'est pas très compliqué, mais ça amène pas mal de possibilités créatives. Donc je vais créer une nouvelle piste auxiliaire ici, insérer piste de retour, commande Alt ou CTRL Alt pour ceux qui aiment les raccourcis, et automatiquement dans Live, vous voyez qu'il y a un bouton de scène qui s'est ajouté, pas de bus à router, etc. C'est toujours très simple de ce côté-là dans Live. Donc sur ma piste ici, je vais mettre un phaser. Donc il se trouve qu'il y a le nouveau flanger phaser de Live qui est vraiment une réussite. Il a été entièrement recodé. Alors je ne vais pas trop me compliquer la vie, je vais aller chercher ici un phaser feedback par exemple, quelque chose d'assez fort. Je vais mettre le dry wet à 100% puisque je suis sur une piste auxiliaire, le réflexe. Et donc maintenant, je vais faire ce qu'il disait. Je vais envoyer les accords de piano et la guitare. Ces deux pistes ici, je vais les envoyer dans D. Donc, je vais les envoyer assez fort. Et je vais créer une nouvelle piste audio. Alors, commande ou CTRL-T, qui va récupérer le signal de ma piste auxiliaire. Avant toute chose, je vais quand même écouter le résultat. Je vais mettre mes pistes ici en solo. Donc là, on entend uniquement la piste auxiliaire avec l'effet de phaser. Donc l'idée, c'est qu'on va récupérer la sortie de ce signal-là, ici. Donc audio from, ici je sélectionne la provenance de l'audio. Je vais donc aller chercher ma piste auxiliaire D. Et le fait d'avoir récupéré cette piste ici, bien, ça me permet d'aller la renvoyer par exemple vers la reverb. Alors je vais mettre ici le monitoring sur In. Donc avec la reverb. Dans mon delay. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que le signal qui a du phaser qui est envoyé. Il n'y a pas le signal dry à l'origine, sans ça que c'est un traitement parallèle. Je vais toujours avoir à côté de ça et j'aurais pu l'envoyer également vers mon effet externe, ici, ma pédale. On arrive vraiment sur une technique emblématique du dub qui est la réinjection, le feedback, l'idée étant de réintroduire en entrée d'une piste sa propre sortie. Alors typiquement on fait ça sur un delay, je vais vous montrer l'exemple dans le delay. Donc ici j'ai ma piste ici de delay, un delay que je vous rappelle je génère avec Guitar Rig, qui a l'avantage d'avoir un tape echo ici. Donc un écho à bande, caractéristique de ce qui pouvait être utilisé par Lee Scratch Perry et d'autres en dub à l'époque. Et je vais tout de suite mettre un feedback assez faible, puisque je vais gérer la réinjection au niveau de la piste elle-même. Parce que sinon, ça va devenir incontrôlable. Le feedback dans un plugin de delay, basiquement, c'est on renvoie la sortie dans l'entrée pour générer plus de répétitions. Là, j'ai envie de faire un truc un petit peu différent, donc je vais mettre quelque chose de plus faible au niveau du feedback. Et en revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à la piste B qu'elle peut se réinjecter sur elle-même. Donc là, je vais activer le départ. Par défaut, il est grisé pour éviter justement les problèmes de feedback. Mais nous, on va essayer de le contrôler. Alors, pourquoi faire du feedback sur un effet comme le delay qui possède déjà un feedback interne? C'est que si on introduit un autre effet dans la boucle, eh bien, le signal réinjecté va être différent. Donc c'est ça que je vais faire. Typiquement, on peut utiliser un filtre high pass, un filtre passe haut pour enlever les fréquences graves du signal. Je vais aller chercher un bon vieux autofilter dans mes effets audio qui reproduit donc un filtre typique de synthé analogique. Je vais le mettre après ici. Je le mets comme ça. Donc là, je vais envoyer ma piste avec les accords de piano dans l'auxiliaire B avec mon delay. Mon delay, j'ai activé la réinjection dessus.
Et j'ai mis un autofilter en mode bandpass ici, parce que je voudrais justement filtrer le signal réinjecté avec un filtre passeband, donc qui supprime les fréquences plus graves et les fréquences plus aiguës que la fréquence autour de laquelle il est actuellement réglé. Donc on va voir ce que ça donne. Déjà, sans réinjection, ça nous donne quelque chose comme ça. Je vais en mettre un petit peu plus. Voilà. Notez que j'ai mis une sécurité ici, un plafond à moins 12 dB. Je ne veux pas que le niveau de ma piste dépasse ce niveau-là. Donc ça va limiter à partir de moins 12. Et je vais introduire de la réinjection. Oui, on commence à entendre des artefacts. Et je peux contrôler en fait la fréquence de la réinjection avec mon filtre passeband. Je peux monter un petit peu la résonance. Et je peux aussi renvoyer ça dans la reverb pour avoir un truc un petit peu plus spatial. Je vous rappelle que ces techniques-là, ainsi que plein d'autres, je les ai déjà montrées dans une formation que j'ai faite sur SoWeb qui s'appelle Sampling et Manipulation Audio, où en fait on voit toutes les manipulations sur la matière sonore, depuis la musique concrète des années 50 jusqu'à des choses plus récentes dans le hip-hop. Et cette formation, je l'ai mise en promo pendant le mois de septembre. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, vous trouverez toutes les infos en description. Alors les Scratch Perry étaient aussi connus pour utiliser les sons les plus insolites à l'intérieur de ses productions, des sons qu'il avait enregistrés. Ça pouvait être aussi bien des cris d'animaux que des bruits de casseroles, que des ambiances, etc. Il prenait vraiment la liberté d'introduire des sons du field recording, on dit parfois, hein, des enregistrements d'extérieur, à l'intérieur de ses productions. Alors, évidemment, il ne le faisait pas avec un sampler, puisque à l'époque, il n'en disposait pas, pour ainsi dire. Mais nous, la manière la plus simple de répliquer ça à l'intérieur de notre séquenceur, ça va être d'utiliser un sampler. Et pour le coup, on va utiliser dans Live le plus simple possible, qui est le drum rack. Le drum rack, c'est juste des pads. On glisse un échantillon dessus, ça correspond à une note MIDI, on le joue, il joue le sample. C'est vraiment hyper pratique dès lors qu'on veut jouer des samples avec un degré de contrôle assez faible et de la manière la plus directe possible. Alors là, par exemple, j'ai créé une piste FX et j'ai glissé quelques samples dessus. Le nom qui est ici, E1, F1, etc., ça correspond au numéro de la note MIDI. Vous pouvez le jouer avec les pads, comme ici sur mon push, mais vous pouvez aussi le jouer avec n'importe quel clavier MIDI. Du moment que ça envoie des notes MIDI, vous pourrez jouer vos échantillons. Pas besoin d'avoir un contrôleur à pad, forcément. Donc là, j'en avais mis quelques-uns, vraiment juste par drag and drop, c'est très très simple. Je vous montre la manipulation pour charger un nouveau sample sur un drum rack. On va aller dans Sample, ici j'enlève ma recherche, et je cherche un truc dub SFX par exemple, dans la bibliothèque. Voilà, j'ai ce son-là. Très bien, je vais le glisser sur un emplacement libre, par exemple ici, E1. Et donc là, par défaut, quand on est dans le drum rack, ça se joue à l'intérieur de Simpler, donc un sampler de live. Et par défaut, ce qui est intéressant, c'est qu'il se met en one-shot. Le principe du one-shot, en fait, c'est que l'échantillon va être lu du début à la fin. Donc là, par exemple, j'appuie une fois dessus, j'ai enlevé mon doigt, mais néanmoins, le sample est lu intégralement. Donc ça, c'est le premier mode par défaut qui est très pratique pour des sons de batterie où on ne veut pas qu'il s'arrête à la fin. Le second mode, qui peut être utile sur un sample comme celui-ci, c'est de passer en mode gate. Et en mode gate, en fait, tant que je suis appuyé, la tête de lecture va continuer à lire le sample, et dès que j'enlève, ça va s'arrêter. Regardez. Et donc, pour un son comme ça, qui amène des transitions, ça peut être intéressant de le contrôler plutôt en mode gate. C'est pour ça que je voulais vous montrer cette manipulation. La deuxième chose très simple qu'on peut avoir besoin de faire, c'est d'accorder l'échantillon quand il y a une composante mélodique, quand il y a des notes à l'intérieur. Là, par exemple, il y en a un. Je trouve que
la tonalité de l'effet sonore, il ne colle pas très bien avec la tonalité du morceau. Donc ce qu'il faut identifier, vous cliquez sur le pad ici, ensuite vous allez dans l'onglet Controls du Simpler, et vous avez un endroit où on peut régler le pitch, la transposition en ST semitone, demi-ton. Donc là par exemple, je pense qu'il sonnera mieux un ton en dessous, donc 2 demi-tons, 2 semitones. Donc je vais cliquer ici, j'appuie 2 fois sur ma flèche basse pour changer la valeur. Mieux que ça. Donc voilà, modalité de contrôle en fonction de l'enfoncement. Est-ce que mon son se lit jusqu'à la fin ou pas? Ça, c'est gate ou trigger dans le mode one-shot de Simpler. Et ensuite, la transposition, très utile pour mettre notre sample, notre échantillon, dans la tonalité, si toutefois il a une connotation mélodique. La dernière astuce que je voudrais vous partager, c'est d'enregistrer le signal de sortie des pistes où on a manipulé des effets. Alors, est-ce que c'est intéressant aujourd'hui de faire ça, sachant qu'on peut, dans un séquenceur moderne, enregistrer les automations et tout ça? C'est à vous d'en décider. Ce que je trouve intéressant, c'est que d'avoir vraiment une empreinte audio de votre performance, de votre manipulation, ça va donner la possibilité de l'éditer, de le visualiser, et c'est peut-être une approche créative qui est complémentaire. En tout cas, je voudrais vous montrer le routing qui permet de faire ça. C'est très simple. L'idée, c'est qu'on va ajouter une piste audio par piste auxiliaire qu'on a créée pour enregistrer sa sortie, puisqu'on aura fait varier des paramètres d'effet, les paramètres d'envoi à l'intérieur, ce que j'avais montré dans l'épisode précédent, hein. On utilise vraiment le contrôleur MIDI comme une console de mixage pour gérer l'arrangement en temps réel, les envois dans les effets, etc. Donc pour garder une trace audio de ça, donc on va créer 4 pistes audio, une pour chaque piste auxiliaire, et on va les appeler par exemple reverb rec, et là avec tab je peux passer de l'un à l'autre, voilà, external reverb rec, et enfin phaser rec. Ensuite il va juste falloir faire le routing, donc je vais afficher le routing ici, en appuyant sur IO, il y a un raccourci aussi CTRL-ALT-I. Et pour chacune de ces pistes, eh bien, je vais indiquer que je veux lui donner en entrée Audio From la piste concernée. A, B, C, D. C'est pas forcément intéressant de les renvoyer dans la piste master pour les entendre, donc on peut ici les couper. Et maintenant, si je lance l'enregistrement sur ces pistes-là, donc d'abord je les arme, je me mets en mode arrangement ici, je vais lancer l'enregistrement. Il y a deux choses que je trouve vraiment intéressantes avec les techniques du dub dans la création contemporaine en home studio. La première qu'on a vue au cours des techniques, c'est tout ce qui est créativité avec le routing, puisque juste en décidant de où on fait passer le signal et comment on le traite, il y a déjà plein de choses à aller chercher. Et la seconde qui me plaît beaucoup, c'est l'aspect expérimental, bidouille, on teste. On est aujourd'hui souvent dans des musiques assez formatées, avec un son assez formaté, où on cherche vraiment à ce que ce soit toujours le plus propre possible, etc. Et il y a vraiment cette volonté un peu punk dans le dub. D'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien si des groupes comme The Clash ont été enregistrés au Black Ark, hein, le studio de Lee Perry. D'ailleurs, ça n'a pas été très bien vu par les Rastafariens. Enfin bon, bref, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ce goût de l'expérimentation, ce goût d'aller salir le son, je pense que c'est quelque chose qu'on peut retenir dans nos home studios, souvent très numériques et un petit peu aseptisés. Voilà, le Facteur X c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez nous aider facilement à la faire vivre en mettant un like et en la partageant. Abonnez-vous à la chaîne d'Audiofanzine si ce n'est pas encore fait, afin de ne pas manquer les prochaines émissions. Quelles sont vos techniques préférées? Comment allez-vous les utiliser dans votre musique? Vos remarques, impressions et questions, bien sûr, sont les bienvenues en commentaire ci-dessous. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Facteur X. D'ici là, portez-vous bien.